trauma bonding, gaslighting, triggers, intrusive thoughts. C'est beaucoup de mots qu'on entend, mais est-ce qu'ils veulent vraiment dire ce qu'on pense qu'ils veulent dire? Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de Bien-être Neuroatypique. Mon nom est Vincent, je suis un intervenant psychosocial neurodivergent et sur ma chaîne on parle de santé mentale, de relations humaines, de neurodivergence. Et aujourd'hui, on va parler de la psychopop et de l'actuelle psychologie. Qu'est-ce que c'est la psychopop? Ben, tu sais, on va utiliser plusieurs termes psychologiques pour décrire un état, pour décrire un contexte, une situation. Mais ça se peut qu'elle soit déformée avec le temps ou avec les compréhensions. La psychopop, c'est un petit peu comme comment le peuple comprend la psychologie. C'est la psychologie populaire. Mais là, on va la comparer avec ce qui est la vraie psychologie et remettre les pendules à l'heure sur les différents termes qu'on va voir dans les médias sociaux sur la santé mentale pour être sur la même longueur d'onde qu'on comprend ce que ça veut dire. Commençons. Trauma bonding. Dans la pop psychologie, trauma bonding, ça veut dire quand tu bondes, quand tu connectes avec d'autres personnes basé sur un trauma partagé. Genre quelqu'un qui a vécu le même genre de trauma que toi, vous pouvez connecter ensemble avec ce trauma-là parce que vous comprenez, vous pouvez en parler, vous ne vous sentez plus seul. Ça, c'est la psychopop de trauma bonding. Fait que quand on dit « Ah, on fait du trauma bond », parce qu'on a vécu la même chose. Mais c'est pas ça que ça veut dire, du trauma bonding. La vraie psychologie décrit le trauma bonding comme un lien d'attachement de la victime envers la personne qui fait de l'abus via des tactiques de manipulation, de récompense et même de punition. Il s'installe dans les relations où une des personnes est isolée, confuse, et cherche la validation, l'amour, la reconnaissance. Le trauma bond est souvent renforcé par toutes les petites lunes de miel entre les moments de violence. Et ça crée une dépendance psychologique très forte qui empêche la victime de partir de la situation. C'est comparable à une addiction émotionnelle renforcée par la peur, la honte, mais aussi l'espoir de retrouver ces beaux moments-là. Pourquoi c'est problématique d'avoir cette mauvaise compréhension du trauma bond? Ben parce que de confondre une affinité avec quelqu'un sous un même sujet et le vrai trauma bonding banalise les relations abusives et empêche même de les reconnaître. Le trauma bond implique qu'il y a une emprise sur la victime. C'est pas juste une affinité parce qu'on a vécu la même chose. Le gaslighting. Ça aussi, on en entend souvent. On sait que le gaslighting est une méthode de manipulation. Mais j'ai l'impression qu'on le diminue beaucoup. On a tendance à penser dans la psychopop que le gaslighting, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ta version des faits, qui se souvient pas de l'avoir vécu comme ça, qui te contredit dans l'expérience que tu as vécue ou qui te croit pas. Mais c'est vraiment pas ça du gaslighting. Ça, c'est juste quelqu'un qui se souvient de quelque chose d'une façon différente. Ça se peut, la mémoire n'est pas infaillible. C'est quoi le vrai gaslighting? Le vrai gaslighting est une méthode de manipulation, donc consciente, ou est-ce que c'est quelqu'un qui le fait consciemment, pas par hasard, pas par accident, ou est-ce que la personne... Ben en fait, je vais vous expliquer déjà d'où vient le terme gaslighting, puis vous allez tout comprendre. Ça vient d'un film qui s'appelle, je pense, Gaslight, où est-ce que il y a un homme qui... Tu sais, il y avait une lumière où est-ce que c'était un dimmer, là, puis la lumière est allumée, et à tous les jours, il y avait une routine avec sa femme. Où est-ce que sa femme lisait le journal, par exemple. Je ne me souviens plus exactement, mais vous allez voir l'idée. La femme lisait son journal à tous les soirs, et à tous les jours, l'homme baissait un petit peu l'intensité de la lumière. Jusqu'à temps que la femme elle se rende compte qu'elle a de la difficulté à voir. Puis là, elle fait comme, mais voyons, y a-t-il quelque chose avec la lumière? Et l'homme fait, mais non, moi je vois très bien, la lumière va très bien. OK.
plus en plus, elle baisse, plus en plus, elle baisse, plus en plus, elle baisse. Puis elle, c'est subtil, donc elle s'en rend pas tant compte, mais elle s'en rend compte avec ce qu'elle lit, puis c'est comme, ça marche pas, c'est différent, j'ai de la misère à lire, il fait clairement plus noir. Puis son mari, il fait comme, ben non, j'ai pas touché à la lumière, voyons donc, il fait la même affaire que d'habitude, t'es malade, t'es folle. Ok, ben, tu sais, elle aime, elle le croit, quand la lumière est fermée, mais il la rouvre un petit peu. Puis ça fait l'effet inverse. Voyons, il fait donc ben clair, il me semble que c'était pas de même. Mais oui, ça a toujours été comme ça n'a pas de bon sens, t'as pas d'allure. Le gaslighting, c'est quand tu veux volontairement faire douter l'autre de sa santé mentale et de sa perception des choses. Quand tu veux déstabiliser sa perception de la réalité. Et ça cause un décalage entre ce que la victime vit et ce que la personne qui fait l'abus prétend. Puis c'est clairement problématique de diluer le sens du gaslighting pour deux raisons. Ben, la première, c'est que ça fait en sorte qu'on ne voit plus le vrai gaslighting. Il est comme mélangé dans une mer de faux gaslight. Et la deuxième raison, c'est que on a tellement tendance à, j'ai envie de dire, à jouer la victime, dans le sens que oui, des fois on est victime, oui, c'est pas la question. Mais, tu sais, si mettons tu te souviens de quelque chose d'une façon X, puis que ton chum se souvient de la même chose d'une façon Y, puis vous vous obstinez sur comment ça s'est vraiment passé. Tu vas pouvoir dire, ah, il me gaslight, fait que c'est un abuseur. Mais non, c'est juste une personne qui se souvient vraiment d'une chose de façon différente. Peut-être parce que sa mémoire a changé, peut-être parce que lui, il l'a expérimenté comme ça, ou c'est peut-être ta mémoire qui a changé. Ça se peut. Puis c'est pas pour te faire manipuler, c'est pas pour te diminuer, c'est pas pour mettre un contrôle sur toi, c'est juste parce qu'il y en a qui ne vont pas te croire. Fait comme, ben non, ça s'est pas passé comme ça, c'est impossible. Puis il y a d'autres personnes qui vont juste avoir vraiment une vision de la chose qui va être différente. Mais c'est pas du gaslighting, même si ça finit en conflit. On a tellement tendance à démoniser tout le monde qui nous fait sentir un petit peu pas bien qu'on va utiliser des mots forts comme ça, alors que du gaslighting, c'est vraiment une tactique de manipulation volontaire et consciente pour faire douter l'autre de sa sanité, en fait, de sa santé mentale. C'est deep et c'est fort. Tu sais, si, mettons, je te dis quelque chose, puis que le lendemain, ben, je te dis, ah, je te l'ai dit hier. Puis tu me dis, ben, tu m'as jamais dit ça. Ça se peut que je l'aille oublié. Surtout, j'ai un TDAH. Ça se peut très bien que je l'aille oublié. Ça veut pas dire que je fais du gaslighting. Mais tu sais, si je suis comme, ah, t'inventes des trucs, t'es folle, à répétition, ouais, ça pourrait être du gaslighting. Si ça finit par te faire douter de tes capacités mentales, oui, ça c'est du gaslighting. Il faut juste vraiment faire la différence. Le gaslighting qu'on utilise comme psychopop, c'est une dilution, une grosse dilution de ce que c'est vraiment du gaslighting. Trigger. Le trigger en psychologie, c'est quelque chose de vrai. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est dilué par la psychopop. En psychopop, quand on dit je suis triggered, ça veut dire ah, je suis mal à l'aise, je me sens pas bien, ou ça quelque chose qui m'a fait fâcher. Mais c'est pas ça, être triggered. Un trigger, c'est un stimuli qui active une réponse de stress post-traumatique. Ça peut créer des flashbacks, des compulsions, puis des dérégulations émotionnelles. Le trigger, c'est quelque chose qui arrive et qui ramène ton cerveau au moment où tu as vécu le trauma et qui te fait réagir exactement comme si tu étais en train de revivre le trauma. Le trauma. Pas quelque chose qui te fait sentir pas bien. Pas quelque chose qui t'offense. C'est pas ça, être triggered. On va voir ça beaucoup, hein. Quand tu t'es offensé, oh, c'est ça, t'es triggered. Non, c'est pas ça. Être triggered, ça a rapport avec un trauma. C'est une réponse de choc post-traumatique. C'est une réponse de stress. Ça peut être contextuel, sensoriel ou même symbolique. Les impacts d'être triggered peuvent durer plusieurs heures, parfois plusieurs jours. C'est pas juste être dérangé en dedans. Puis le problème avec ça, ben, comme avec le gaslight, c'est que ça diminue ce que c'est pour vrai. C'est que maintenant, on entend tellement ça, triggered, que si je dis, OK, là, j'ai vécu quelque chose de triggering,
Ben, je suis pas pris au sérieux. Je suis pas pris au sérieux parce que le monde, il pense que je suis juste pas bien. Mais non, je suis peut-être carrément en train de revivre un trauma. Mais c'est pas pris au sérieux parce que c'est dilué depuis tellement longtemps. Tu sais, c'est pas parce qu'on est offensé par quelque chose qu'on est triggered. Fait que ce serait important de faire attention à ce qu'on dit. Puis de reprendre le terme pour ce qu'il est vraiment. Tu sais, se sentir insulté parce que quelqu'un m'a traité de fag, par exemple. Si je me sens insulté, c'est pas du trigger. Mais écouter une chanson qui est liée à un événement traumatique, ça peut me foutre en trigger, puis me faire une crise de panique. Fait que c'est pas la même chose. Les pensées intrusives. Ce que la psychopop dit sur les pensées intrusives, c'est que c'est des pensées, des actions qu'on veut faire qui sont soit drôles, soit bizarres, soit genre, je suis en train de faire un gâteau, je vais mettre ma main dans le mix à gâteau, ou si je me rasais les sourcils. C'est des pensées comme ça qui viennent comme, on va faire ça, c'est bizarre, c'est weird, tu t'y attends pas, c'est comme, je vais faire ça. C'est pas ça une pensée intrusive. C'est pas ça. Parce que j'ai déjà vu ça sur TikTok. Genre, qu'est-ce qui se passait si tu suivrais tes pensées intrusives? Puis là, tu vois quelqu'un qui fait ça. Genre, qui se fout la face dans de la farine ou qui t'a fait de même. C'est pas ça, une pensée intrusive. Dans la vraie psychologie, une pensée intrusive, c'est une pensée involontaire, indésirable, qui va à l'encontre de nos valeurs et qui est vraiment angoissante, en fait, à avoir. Par exemple, je me promène sur le trottoir dehors, il y a une voiture qui arrive en sens inverse. Fait que ma pensée intrusive, c'est je me pitche devant le char. Ou tu vois un enfant, puis ta pensée intrusive, ça a rapport à ça. C'est quelque chose qui te met vraiment pas à l'aise. C'est comme, mais voyons donc, pourquoi j'ai eu cette pensée-là? Tu te poses la question là, sur toi-même. Je suis suicidaire, you know what we do with kids. Tu te poses vraiment des questions, c'est angoissant, c'est stressant, c'est voyons, pourquoi j'ai eu cette pensée-là? C'est ça une pensée intrusive. C'est une pensée vraiment involontaire, puis vraiment angoissante, puis qui va à l'encontre de tes valeurs, puis ça te pose plein de questions de voyons, je suis qui si j'ai pensé à ça? Puis ça revient souvent aussi, c'est pas facile. C'est pas des pensées qui sont drôles, c'est pas des pensées qui sont je vais mettre ma main dans la farine, c'est pas ça. C'est des pensées vraiment dérangeantes qui te posent vraiment des questions de voyons pourquoi j'ai pensé à ça. Tu veux pas avoir ces pensées-là, ça te donne de la honte, puis ça te donne de l'angoisse. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Tu es en train de couper des légumes, puis tu te dis hey, je pourrais couper mon doigt. C'est pas le fun. C'est pas le fun comme pensée. Puis pourquoi c'est problématique? Ben, c'est un petit peu comme les deux autres. On utilise ça tellement dilué, puis à la blague, puis j'ai une pensée intrusive. Ça fait en sorte que les personnes qui en ont pour vrai, comme les personnes avec un trouble obsessif-compulsif, sont moins prises au sérieux. Ça alimente la stigmatisation et ça empêche d'avoir les soins nécessaires. Tu sais, ça montre des pensées intrusives comme des trucs drôles et non souffrantes, alors que c'est totalement l'inverse. Il y a quand même une différence entre pulsion, comme de te foutre la face dans ton mélange à crêpes, et une pensée intrusive qui est je pourrais me tirer en bas du balcon. Pas la même chose, là. Puis l'affaire, c'est que la pensée intrusive, elle fait peur parce que ta tête te dit fais-le. C'est scary. C'est pas juste what if. Non, c'est fais-le. Hey, c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Fait que non, s'il vous plaît, n'écoutez pas vos intrusive thoughts. Non. Le burn-out. Là, je parle pas du burn-out autistique, c'est un autre sujet. Là, je parle juste du burn-out en général. La psychopop, ce qu'elle dit, le burn-out, c'est de la fatigue. C'est de la fatigue intense, surtout professionnelle. T'as besoin d'un break, t'as besoin de vacances. Mais c'est pas ça, un vrai burn-out. Un burn-out, c'est un sentiment d'épuisement profond. De tout. Ça affecte le corps, les émotions, le mental. Le burn-out, ça prend des mois, des années à se remettre sur pied. Pas 3 semaines. C'est souvent causé par une surcharge chronique ou une surcharge d'injustice.
C'est une perte de motivation complète. C'est juste plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. C'est pas juste « Ah, je suis fatigué puis c'est difficile de m'activer ». Non, non, c'est que tu peux plus t'activer. Tu restes sur ton divan, pas parce que tu es déprimé, parce que tu n'as plus d'énergie. Être burned out, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus rien à brûler. C'est fini. Fait que c'est pas en 3 semaines que tu te remets de ça. Tu sais, c'est pas juste que tu as besoin de sommeil et il faut que tu te reposes. C'est une rupture de l'équilibre entre les ressources disponibles et l'expérience vécue. Puis le burn-out, comme on l'utilise à presque toutes les sauces, ben ça l'invisibilise, ça le diminue, ça fait en sorte que c'est de plus en plus difficile d'avoir des soins, puis d'être reconnu, puis d'être cru quand tu vis ça. Parce que le monde va dire « Ah, t'es juste fatigué, prends 1 mois ou 2 d'arrêt maladie ». Mais le burn-out, comme j'ai dit, tu as besoin de plusieurs mois, voire plusieurs années. Parce que c'est pas juste te reposer. Le burn-out, c'est te reposer, mais te rebâtir aussi. Parce que le burn-out, c'est que tu n'as plus rien. Le burn-out, c'est que tu n'as plus rien à brûler. Donc, tu t'es épuisé et tu t'es détruit. Fait qu'il faut, oui, que tu te reposes, mais que tu te rebâtisses aussi. Que tu rebâtisses ton estime, que tu rebâtisses ta confiance en toi, à tes capacités, à ton travail. Il faut que tu sois assez fort pour faire face à ce qui peut être traumatique, triggering, quand tu vas retourner ou est-ce que, ben à la place qui t'a rendu en burn-out, si jamais tu y reviens. C'est long. Ça demande beaucoup de soins. Ça demande du temps. Ça demande du soutien. Chose que, ben, ça peut nous être refusé parce que c'est utilisé à toutes les sauces, puis on va juste faire « T'es fatigué, t'es déprimé, prends 2 mois ». Le narcissisme. Ça, je vais faire une vidéo complète là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais on va en parler juste un tout petit peu ici. La psychopop, qu'est-ce qu'elle dit par rapport au narcissisme? Elle dit que toute personne qui est centrée sur elle-même est un narcissiste toxique ou un pervers narcissique. Fait quelqu'un qui est plus égoïste, qui a moins d'empathie ou pas du tout, qui est plus centré sur lui-même, qui prend moins les autres en considération, on les appelle les narcissiques. Oui, c'est sûr que quand tu es en relation avec ce genre de personnes-là, tu vas en souffrir de ces comportements-là. Et c'est là où est-ce que beaucoup de monde vont dire « Moi, je suis en couple avec un narcissique ». Mais c'est quoi vraiment un narcissique? C'est un trouble rare de la personnalité, avec une souffrance profonde, cachée derrière une impression de grandeur. On parle d'une hypersensibilité à la critique, d'un énorme besoin de validation et, comme j'ai dit, d'une faible empathie. Ça se développe et découle souvent après un sentiment d'abandon lors de l'enfance et de grands vides intérieurs. Puis il faut aussi séparer les traits narcissiques que on peut avoir, là, comme n'importe qui peut avoir des traits TDAH sans être TDAH, et le trouble de personnalité narcissique. Quand tu appelles quelqu'un un narcissique, tu sous-entends qu'il a le trouble. Comme si tu dis « Elle est donc bien bipolaire, celle-là », tu sous-entends que la personne a un trouble bipolaire. Fait que si tu dis « J'étais en couple avec un narcissique », tu sous-entends que la personne avait un trouble de personnalité narcissique. Si tu veux juste dire qu'elle a des traits, dis-le comme ça. La personne avait des traits narcissiques. Alors pourquoi est-ce que c'est problématique de parler de quelqu'un de narcissique alors qu'on pourrait juste dire qu'il a agi de façon égoïste, par exemple? Ben, encore une fois, parce que ça diminue la vraie affaire. Prendre le terme narcissique comme insulte ou comme qualificatif, ça détourne l'attention du vrai problème. Ça détourne l'attention des vrais enjeux narcissiques. Depuis mes 10 dernières années, ce qui inclut mes études et ma carrière, j'ai rencontré une seule personne narcissique. Tu sais, j'en ai rencontré quand même beaucoup, des gens qui étaient plutôt centrés sur eux-mêmes, qui manquaient d'empathie, mais un narcissique, j'en ai rencontré un. Et c'était pas un client. Parce que la grosse majorité des personnes narcissiques n'iront jamais voir de psychologue, ne feront jamais de travail intérieur parce qu'eux pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, oui, j'en ai rencontré juste un. Et ça se voit. Genre, oui, ils sont pas toutes pareilles. Comme une personne autiste, par exemple, n'est pas toute pareille. Une personne bipolaire n'est pas toute pareille. Mais
c'est particulier. Moi, j'ai pas été blessé par cette personne-là parce qu'on n'était pas très très proches. Mais tu le vois. Les personnes narcissiques ne sont pas des personnes méchantes. Les personnes narcissiques ne sont pas des personnes qui veulent blesser. Puis d'utiliser narcissique à toutes les sauces, déjà, ça alimente la haine envers les personnes qui ont vraiment ce diagnostic-là, et ça empêche d'avoir une compréhension nuancée de la problématique. Il y a vraiment des victimes de personnes narcissiques, mais ça se peut qu'elles passent sous le radar. Parce que, comme je dis tantôt, une personne narcissique n'est pas une personne méchante. C'est une personne qui a son filtre, et elle agit selon son filtre. Et ça cache une énorme souffrance. Je dis pas ça pour les excuser. Je dis juste ça pour avoir un portrait véridique de la situation. Quelqu'un qui se vante beaucoup, qui s'aime donc, qui a beaucoup de confiance en lui, tu sais, puis c'est pas nécessairement une personne narcissique. Oui, c'est peut-être une personne qui peut un peu imbu d'eux-mêmes, mais une personne narcissique, c'est pas ça. Fait qu'il faudrait vraiment qu'on arrête de parler de personnes narcissiques à toutes les fois qu'on est blessé par quelqu'un qui avait peut-être un comportement égoïste. Parce qu'une personne narcissique peut ne pas être égoïste. Parce qu'une personne narcissique n'est pas, comme j'ai dit, elle n'est pas méchante, elle a son filtre. Et des fois, elle va être super drôle, super nice, mais il y a quelque chose en arrière, tu sais. C'est ce qu'il faut aussi savoir avec le trouble de personnalité narcissique. C'est un trouble de personnalité très complexe et rare, mais surtout complexe. Tu sais, c'est vraiment la même chose que le monde qui venait me voir puis qui me disait « Je pense que je suis bipolaire parce que des fois, je suis de bonne humeur le matin puis l'après-midi, je suis triste. » C'est pas ça, être bipolaire. Fait que être narcissique, c'est pas être égoïste, c'est pas être patronizing, c'est pas avoir énormément de confiance en soi, c'est pas de se vanter, c'est pas... Ce n'est pas ça, être narcissique. On va faire une vidéo complète là-dessus. Trauma. Ça aussi, c'est un mot qu'on commence à entendre de plus en plus et qui est important que on ait la bonne définition. C'est quoi un trauma? Dans la psychopop, un trauma est une situation inconfortable, difficile. Dans la vraie psychologie, un trauma est une situation qui overwhelme ton système nerveux et qui laisse une trace somatique et psychologique sur le long terme. Le trauma peut être ponctuel, genre qui est arrivé une fois, comme un accident de voiture, ou il peut être complexe, quand on a vécu de l'abus répété, de la négligence pendant un long moment. Il entraîne des troubles du sommeil, des troubles de concentration, une hypervigilance, parfois de la dissociation. La dissociation, qu'est-ce que c'est? C'est comme quand tu te sens que... C'est un petit peu comme quand tu es sur l'autopilote, mais pire. C'est comme si tu t'es dissocié ton esprit de ton corps pour te protéger. Le trauma affecte ton estime de toi, tes relations et ta régulation émotionnelle. Le trauma, ça peut être quelque chose de très très gros. Ça peut être quelque chose de petit aussi. On n'est pas à l'abri de développer un trauma parce qu'on n'a pas le contrôle sur comment notre système nerveux va interpréter une situation. Un trauma, c'est quand justement le système nerveux a tellement été chamboulé, submergé, en panique de sa sécurité, de sa vie, que ça change des patterns dans ta tête. Et le trauma, comme j'ai dit dans le Trauma Bond tantôt, si tu te retrouves face à quelque chose qui est un petit peu trop similaire à la situation traumatique, ton cerveau va voir ça comme si on était encore dans la situation traumatique. Donc si par exemple tu as vécu quelque chose de traumatique quand tu avais 10 ans, et maintenant tu en as 25, puis tu vis quelque chose de similaire, ton cerveau va te ramener à quand tu avais 10 ans et va te faire réagir comme quand tu avais 10 ans. Ça peut avoir de l'air d'une régression, mais c'est pas ça. C'est juste ton cerveau qui te ramène là et te fait réagir pour te faire survivre. Parce que ça fonctionne une fois, il va te le faire 2 fois. Le trauma, c'est gros. C'est gros, puis encore une fois, on l'utilise pour n'importe quoi. Encore une fois, on l'utilise pour des choses qui sont minimes et ça invalide
quand quelqu'un parle vraiment de ses traumas. Ça m'est arrivé. J'ai un trauma social. J'ai un trauma social de ne pas être cru, de ne pas avoir de crédibilité. Et quand ça arrive, je me revois ado. Je me revois ado, je gèle, je shut down. Et j'ai déjà dit ça à une ancienne collègue travailleuse sociale que j'avais un trauma. Et elle m'a lancé comme ça. « Ah, tu vas pas utiliser ce mot-là avec moi. » Elle me voyait comme un ado, justement, qui utilise le mot trauma à toutes les sauces. Ça m'a fait faire un shutdown, cette situation-là, je dois avouer. Mais oui, un trauma, c'est gros. Ça a beaucoup d'impact. C'est pas juste de quoi de difficile. C'est quelque chose où est-ce que ton cerveau... On pourrait dire que ton cerveau était sûr qu'il allait mourir. Ton cerveau était sûr qu'il allait mourir. Puis la façon qu'il t'a fait réagir, ben, t'as survécu. Donc, s'il y a quelque chose d'autre qui arrive comme ça, il va te refaire exactement faire la même chose. Est-ce que tout le monde a des traumas? Je sais pas. Je pense pas. Mais c'est vraiment mon opinion personnelle et non professionnelle. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de trauma. Les limites. Souvent, on va penser que dans la psychopathe, justement, les limites, c'est juste de dire non. Mais c'est pas ça une limite, ou c'est pas juste ça en tout cas. J'ai fait une vidéo complète sur les limites. Mais rapidement, si tu l'as pas vu, une limite, c'est quelque chose qui explique aux autres comment te traiter avec respect. Ça peut être que toi, tu dises non. Ça peut être que toi, tu refuses de faire quelque chose ou d'être appelé de tel nom. Mais c'est pas juste ça, une limite. Une limite, ça peut être juste de dire, écoute, je comprends que tu as besoin d'argent, mais moi, présentement, je peux pas t'en prêter. Ou je peux pas venir t'aider à déménager parce qu'il faut que je prenne soin de moi. Ça aussi, c'est une limite. Une limite, c'est quelque chose qui te sert à te protéger et protéger ton intégrité physique et psychologique. Puis des fois, protéger ton intégrité, c'est dire oui. Des fois, il faut acheter la paix pour sa sécurité. Puis tu sais, réduire une limite à un geste de confrontation ou d'opposition ou de refus, ça peut causer des malentendus. Puis ça bloque la réflexion sur nos besoins profonds. Donc non. Une limite, ce n'est pas juste dire non, c'est dire aux autres comment tu veux être traité avec respect. Donc, c'est tout ce que j'avais pour cette vidéo. C'est déjà pas pire. C'est quand même une vidéo qui est pas mal plus longue que la moyenne de ce que je fais. Mais j'espère que ça a été ressourçant. J'espère que ça vous a ouvert les yeux sur vraiment certaines problématiques qu'on utilise à tort et à travers, à toutes les sauces. Et on est en train de perdre le sens de ces mots-là. Et c'est important de les remettre sur le dessus pour qu'on les utilise à bon escient, pour que ça arrête de causer les problèmes que ça cause présentement. Ce qui est souvent par rapport à l'invalidité quand on utilise ces mots-là. Si vous avez des questions, si vous aimeriez que je fasse une vidéo longue sur un des mots que j'ai dit là, dites-le moi. Comme j'ai dit, je vais en faire un sur le narcissisme, c'est sûr. J'en ai déjà fait un sur les limites, qui est ici. Et voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci surtout d'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que peut-être que mes vidéos sont un peu, peut-être monotones à écouter. J'essaie de faire de l'édition qui est plus intéressante, qui bouge un peu plus, mais je vais y arriver à un moment donné. J'apprends sur le tas. Je vous rappelle toujours qu'un like, un partage, un follow, un commentaire, ça aide énormément l'algorithme. S'il vous plaît, ça prend 30 secondes, c'est gratuit. Puis moi, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez partager ça sur vos médias sociaux ou juste m'écrire un petit mot. Et tout ça serait vraiment, vraiment apprécié. C'est un petit peu ma paye pour faire tout ce contenu-là. Donc là-dessus, ben merci d'avoir été là encore et je vous revois donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!